Les cuirassés de la classe Littorio furent les plus puissants et modernes utilisés par l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils constituaient l'épine dorsale de la flotte italienne, destinée à permettre à l'Italie de dominer la Méditerranée dans le cadre du grand rêve du Duce d'un nouvel empire romain. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les vainqueurs, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, France et Italie, signèrent le traité naval de Washington. Bien qu'alliés pendant le conflit, la disparition de la menace allemande avait redistribué les cartes, et une course aux armements navals était sur le point de débuter. Parmi les différentes limitations, ce qui nous intéresse particulièrement cette fois-ci, c'est l'impact sur les cuirassés. Chaque signataire se voit attribuer un tonnage maximum, et a interdiction de construire des cuirassés dépassant 35 000 tonnes ou dotés de canons supérieurs à 406 mm. Surprenamment, la France et l'Italie reçurent un quota identique de navires capitaux. Si la France est outrée, Américains et Britanniques font pression pour qu'elle accepte. De son côté, l'Italie est très satisfaite. Le traité fut si bien respecté qu'aucun nouveau cuirassé ne fut construit dans le monde pendant plus d'une décennie. Mais entre 1929 et 1933, l'Allemagne lance la construction de 3 croiseurs lourds de classe Deutschland, et en 1935 fut signé, à la surprise de la France et de l'Italie, le traité naval germano-britannique. Celui-ci accorde à l'Allemagne le droit de posséder une marine équivalente à 35% de la Royal Navy, soit 3 fois plus que ce qui était autorisé par le traité de Versailles. Cela placerait l'Allemagne presque au niveau de la marine française. La boîte de Pandore est ouverte. En réponse à la classe Deutschland, la France lance la construction des cuirassés de la classe Dunkerque, ce qui pousse à son tour l'Italie à développer des cuirassés pour les contrer. Le projet fut révisé à de nombreuses reprises. Les premiers concepts de 1928 prévoyaient un navire de 23 000 tonnes armé de 6 canons de 381 mm. Mais si Benito Mussolini, arrivé au pouvoir en 1922, prônait ouvertement l'idée d'un nouvel empire romain, où l'Italie dominerait la Méditerranée, le régime fasciste souhaitait éviter une course aux armements avec la marine française, qui aurait été désavantagée en raison de son infériorité industrielle. Ainsi, ce projet, comme les suivants, resta sur le papier. C'est en 1933 que Mussolini lance finalement le réarmement naval de l'Italie. Annonçant solennellement au Parlement le 26 mai 1934 la construction de la classe Littorio. Le comportement agressif de l'Italie provoque une dégradation des relations avec le Royaume-Uni, la Royal Navy étant le principal adversaire potentiel en Méditerranée. Pour l'amiral Domenico Cavagnari, chef d'état-major de la Regia Marina de 1933 à 1940, il était crucial de doter la marine d'une force cuirassée crédible pour s'opposer aux Britanniques, tant militairement que politiquement. En 1935, la marine italienne ne disposait que de 2 cuirassés totalement obsolètes. Le nouveau cuirassé devient alors le symbole de l'autodétermination italienne. Les quilles des Vittorio Veneto et Littorio furent posées simultanément le 28 octobre 1934, respectivement au chantier naval de Trieste et de Gênes. Le projet initial de 23 000 tonnes et 6 canons de 381 mm avait évolué pour aboutir à un navire de 40 000 tonnes doté de 9 canons. Si ça violait le traité de Washington, la marine italienne a simplement prétendu qu'il avait un point inférieur. De toute façon, à cette période, le système de contrôle s'était déjà effondré. Ce programme représentait un défi technique colossal pour l'Italie, qui n'avait pas construit de cuirassés depuis la Première Guerre mondiale, et partait donc quasiment de zéro pour les navires les plus imposants et complexes qu'elle ait jamais imaginés. De son côté, la France s'inquiétait de la mise en chantier des littoriaux, qui représentaient une menace importante pour ses colonies d'Afrique du Nord. En réponse, en mars 1935, elle annonce la construction des puissants Richelieu. À la fin de la même année, l'amiral Cavagnari soutient la construction de 2 littoriaux supplémentaires pour protéger les intérêts italiens. L'objectif était de pouvoir avoir en permanence 3 littoriaux disponibles.
Le Roma fut ainsi mis en chantier en septembre 1938, suivi de l'Impero en mai 1939. Dans les années 1930, les soviétiques cherchent de l'aide pour développer une classe de cuirassés. En juillet 1939, Ansaldo leur propose une conception très inspirée des littoriaux. Bien que les soviétiques rejetèrent la proposition, ils utilisèrent tout de même le système anti-torpille Pugliese, unique à la classe Littorio, pour leur cuirassé de la classe Sovetski-Soyouz, après que des espions eurent transmis les détails du système. En 1939, Francisco Franco envisagea également brièvement un programme de construction navale après sa prise de pouvoir à l'issue de la guerre civile espagnole. Il conclut plusieurs accords avec le gouvernement italien pour la construction de 4 cuirassés de classe Littorio en Espagne, mais le projet fut abandonné après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Tous les navires de la classe Littorio n'ont pas les mêmes dimensions. Les Littorio et Vittorio Veneto mesuraient 224 mètres et 238 mètres de long, tandis que les Roma et Impero mesuraient 241 mètres. Si les 4 navires avaient un tirant d'eau de 9,60 m et une largeur de 33 mètres, leur déplacement différait. Le Littorio déplaçait 45 236 tonnes à pleine charge, le Vittorio Veneto 45 029 tonnes et le Roma montait à 45 485 tonnes. Cette différence est due au fait que le Roma fut mis en chantier 4 ans après les 2 premiers, ce qui lui permit de bénéficier du retour d'expérience de ces derniers pour recevoir diverses améliorations. Les essais du Vittorio Veneto avaient révélé une forte tendance à piquer du nez à grande vitesse, même par temps calme, obligeant à modifier l'étrave et alléger l'avant. Pour le Roma, l'étrave fut donc redessinée afin de lui donner un franc-bord supplémentaire, et son extrémité fut affinée au niveau de la ligne de flottaison. Les Littorio et Vittorio Veneto avaient un équipage de 80 officiers et 1750 hommes du rang, auquel il faut ajouter un état-major de 11 à 31 officiers lorsqu'ils servaient de navire amiral. L'équipage des Roma et Impero fut augmenté de 100 hommes. La propulsion se composait de 4 turbines à vapeur à engrenage Beruzzo, alimentées par 8 chaudières au mazout, développant au total 130 000 chevaux. La vitesse maximale opérationnelle était de 29 nœuds, ce qui est très respectable pour un cuirassé. En revanche, leur autonomie était limitée. 4290 nautiques à 13 nœuds et 1770 à 29 nœuds, ce qui est pour le coup très peu pour un navire de cette classe. C'est dû au fait qu'ils ne devaient opérer qu'en Méditerranée. Les Italiens accordaient donc peu d'importance à l'autonomie, contrairement aux marines des autres nations qui devaient pouvoir se déployer loin de leur pays. Initialement, les navires étaient équipés d'étraves à bulbes pour augmenter leur vitesse, mais lors des essais, il se révéla que ces étraves provoquaient d'importantes vibrations, ce qui obligea à les modifier. À l'origine, il était prévu d'armer les Littorio de canons de 406 mm, soit le maximum autorisé par le traité de Washington. Mais l'Italie n'ayant jamais conçu de tels canons, ça prendrait du temps et retarderait la construction, sans parler des limitations industrielles du pays. Il a donc finalement été décidé de les armer du canon de 381 mm mis au point en 1914 pour la classe annulée Francesco Caracciolo. La puissance inférieure du 381 mm par rapport au 406 mm est compensée par un plus grand nombre de canons et un tube plus long. L'armement principal du Littorio est ainsi composé de 9 canons L50 Ansaldo 1934 de 381 mm répartis en 3 tourelles triples, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Cette configuration permet une bonne flexibilité tactique avec un champ de tir à 360 degrés et la possibilité de tirer tout en se retirant. De plus, grâce à sa vitesse, il devrait pouvoir manœuvrer rapidement et ainsi se positionner de façon à utiliser toutes les tourelles. Il tirait des obus perforants de 885 kg ou semi-perforants de 824,3 kg à une vitesse initiale de 870 mètres par seconde avec une cadence de tir d'un coup toutes les 45 secondes. Grâce à cette vitesse initiale très élevée, ces canons ont une puissance équivalente voire supérieure à celle des canons de plus gros calibre. Mais cela entraîne également une usure accélérée ainsi qu'une dispersion excessive. La vitesse fut donc légèrement réduite à 850 mètres par seconde pour atténuer ce problème.
La portée maximale était de 42,8 km, ce qui en fait le cuirassé avec la plus grande portée de l'histoire. En comparaison, la classe Iowa de 406 mm a une portée maximale de 39 km et le Yamato de 460 mm 42 km. Mais dans la pratique, la portée effective d'un canon est toujours bien plus faible que sa portée maximale. Ainsi, la dispersion importante des canons du Littorio fait qu'en conditions réelles, il est très difficile de toucher une cible à plus de 24 km. Il faut également ajouter que les tourelles souffraient de nombreux problèmes électriques en raison d'une mauvaise étanchéité. Tourelles qui étaient protégées par un blindage allant de 380 mm à l'avant à 130 mm à l'arrière. Pour l'armement secondaire, on trouve 12 canons Ansaldo modèle 1934 de 152 mm disposés en 4 tourelles triples. Ces canons avaient une élévation de 45 degrés, une portée maximale de 25 km et une cadence de 4 tirs par minute. On notera que ces tourelles avaient un blindage inhabituellement épais de 80 à 280 mm. Pour la défense anti-aérienne, on trouve 12 canons de 90 mm dans des tourelles simples, d'une élévation de 75 degrés, une portée utile de 10 800 mètres et une cadence de 12 tirs par minute. Pour la défense à courte portée, 20 canons de 37 mm, canons anti-aériens standards des navires italiens avec 8 jumelés et 4 simples. Ils ont une élévation de 85 degrés, une portée utile de 3500 mètres et une cadence de 120 tirs par minute. Ils sont complétés par 16 canons de 20 mm, ensuite augmentés à 32, d'une élévation de 80 degrés, une portée utile de 2500 mètres et une cadence de 150 tirs par minute. On notera que les batteries anti-aériennes sont concentrées au centre, réduisant la défense dans certains secteurs. Au total, l'armement représentait à lui seul 20% du prix total de chaque navire. Comme traditionnellement sur ce genre de navire, les Littorio emportaient plusieurs aéronefs. À l'origine, ils devaient recevoir 6 autogyres La Cierva, ce qui aurait été une première mondiale. Mais finalement, ils furent équipés d'une catapulte classique. S'ils pouvaient embarquer jusqu'à 3 avions, tels que des hydravions de reconnaissance comme traditionnellement sur les cuirassés, de façon bien plus surprenante, ils embarquaient également des chasseurs RE 2000. Ils n'avaient bien sûr pas pour rôle d'engager des escadrons ennemis, mais plutôt d'intercepter des bombardiers et avions de reconnaissance. Ils sont modifiés pour pouvoir être lancés depuis une catapulte, mais ils n'ont pas de flotteur qui les handicaperait en combat aérien. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas revenir sur le navire une fois lancés et doivent obligatoirement se poser à terre. Au début de la guerre, aucun navire italien n'avait de radar. Malgré plusieurs prototypes développés entre 1936 et 1939, les décideurs n'avaient pas donné suite, n'ayant aucun intérêt pour cette technologie très coûteuse et dont l'efficacité n'était pas encore démontrée. Mais en 1941, la marine italienne subit une série de défaites de nuit face aux navires britanniques équipés de radars, notamment la catastrophique bataille du Cap Matapan en mars 1941. Ainsi, les Italiens cherchèrent rapidement à combler leur retard, et dès août 1941, les Littorio reçurent des radars EC3 bis mis à jour avec le modèle EC3 Terre en septembre 1942. Le EC3 Terre avait une portée de détection aérienne de 80 à 120 km et navale de 15 à 30 km. Les Littorio sont des navires modernes, offrant une bonne protection à la fois de surface et sous-marine. La ceinture cuirassée mesure 120 mètres de la tourelle 1 à 3. Sa structure est originale et composée de plusieurs couches. Le blindage extérieur en acier chrome-nickel a une épaisseur de 70 mm. 25 cm derrière se trouve un blindage cimenté de 280 mm. L'espace entre les deux est comblé par une mousse de ciment cellulite pour empêcher l'eau de pénétrer et aider à briser la coiffe des obus perforants. Toute la structure de la ceinture est inclinée de 11 à 15 degrés selon la section de la coque. Une plaque de blindage de 36 mm est placée 1,40 m derrière la ceinture, suivie 4 mètres plus loin par une autre plaque de 24 mm, inclinée à 26 degrés dans la direction opposée. La protection horizontale est répartie en 3 niveaux. Le pont batterie, dont la partie centrale représente le haut de la citadelle blindée qui varie entre 90 et 150 mm,
au-dessus des soutes à munitions et sur l'avant et l'arrière de la citadelle 36 à 60 mm. Au-dessus se trouve le pont principal en tôle d'acier à haute limite élastique de 12 mm, et enfin le pont supérieur en acier à blindage d'une épaisseur de 9 à 36 mm. Ce dernier a pour rôle principal de briser la coiffe des obus afin de réduire les risques de pénétration ou de les dévier. La tour de commandement est protégée par 255 mm à l'avant et sur les côtés, 175 mm à l'arrière et 90 à 120 mm sur le dessus. Si la ceinture cuirassée est conçue pour résister à des obus de 381 mm tirés à 16 mm, ce qui était considéré comme la limite de la portée de combat optimale, comme tous les autres cuirassés de l'époque, il est mal protégé contre les bombes lourdes. Les simulations de bombardement aérien montrent qu'une bombe de 800 kg larguée à une altitude de 2500 mètres perce les 3 niveaux de protection. Mais étant donné les contraintes de déplacement, de vitesse et de puissance de feu, il est impossible de protéger les navires contre ce type de menace. Le poids total du blindage était déjà de 13 545 tonnes. En revanche, les Italiens ont retenu les leçons de la Première Guerre mondiale et accordé une grande importance à la protection sous-marine. Parmi les mesures prises, on trouve notamment l'ajout de 2 safrans latéraux, en plus du gouvernail principal, qui permettent d'éviter que l'appareil à gouverner ne soit neutralisé dès la première explosion. Mais la grande particularité de la classe Littorio réside dans son système anti-torpille Pugliese unique au monde. Dans le fond de chaque côté se trouve un cylindre de 3,80 m de large, dont les parois ont une épaisseur de 6 mm. Ce cylindre est maintenu par des cloisons transversales régulièrement espacées et s'étend sur toute la longueur du navire. Il est conçu pour absorber l'énergie de l'explosion d'une torpille, jusqu'à une charge de 350 kg en se comprimant sur lui-même, réduisant ainsi fortement la pression subie par la cloison de confinement. S'il est lui-même vide, il est entouré d'eau ou de mazout qui, relié à un système de ballast et à un triple fond, permet de compenser très rapidement une inondation en faisant circuler les liquides d'un bord à l'autre. Mais si sur le papier ce système est révolutionnaire, dans la pratique, tout ne se passera pas comme prévu. Dès le départ, la forme de la coque empêche l'installation d'un cylindre de 3,80 m sur toute la longueur. Il est donc considérablement réduit au niveau de la batterie principale, diminuant son efficacité. De plus, il s'est avéré que le rivetage entre les parois du réduit et le double fond ne résiste pas au choc d'une explosion, et alors que le rivetage cède sur de longues sections, le cylindre lui-même est trop rigide. Résultat, les rivets cèdent avant même que le cylindre ne puisse se comprimer, entraînant une inondation massive. De plus, les tôles cylindriques sont longues et difficiles à réparer. Le système s'avère également totalement inutile face aux engins magnétiques qui explosent sous la coque. Finalement, il se révélera moins efficace que les systèmes classiques. Le Vittorio Veneto est mis en chantier le 28 octobre 1934 au chantier naval CRDA à Trieste et le Littorio le même jour au chantier naval Ansaldo à Gênes. La construction des navires fait partie du plan de relance de l'économie italienne et de la politique du plein emploi. Les chantiers bénéficient ainsi de financements et de moyens humains importants. Mais malgré ça, la construction prend rapidement du retard. L'Italie n'ayant plus construit de tels navires depuis des décennies, elle a perdu le savoir-faire et les détails techniques changent à plusieurs reprises. La répartition du blindage, le système de lutte contre les incendies et les équipements aéronautiques sont modifiés en cours de travaux. En plus des nombreuses modifications en cours de route qui rallongent fatalement les délais, l'Italie doit faire face à une pénurie de métaux en raison des sanctions internationales suite à son invasion de l'Éthiopie en 1935. Pour ne rien arranger, en 1937, la marine décide de moderniser les 2 cuirassés de la classe Doria, suivi en janvier 1938 par la décision de construire 2 Littorio supplémentaires. L'industrie italienne arrive alors à saturation et les livraisons d'acier de blindage prennent de plus en plus de retard. Le Vittorio Veneto est lancé le 25 juillet 1937, mais en raison des retards, les premiers essais en mer n'ont lieu que fin 1939. Ces essais révèlent sa forte tendance à piquer du nez à grande vitesse, obligeant à modifier l'étrave et retardant encore davantage son entrée en service.
Le Littorio, quant à lui, est lancé le 22 août 1937 et entre officiellement en service le 6 mai 1940. Il est transféré à Tarente où il rejoint la 9e division sous le commandement du contre-amiral Carlo Bergamini. Le Vittorio Veneto le rejoindra le 20 mai 1940. Pendant ce temps, la quille du Roma fut posée au chantier naval Cantieri Riuniti dell'Adriatico le 18 septembre 1938 et il est lancé le 9 juin 1940. Isolée sur la scène internationale suite à son invasion de l'Éthiopie, l'Italie se rapproche de l'Allemagne. Et en 1937, elle rejoint le pacte anti-Comintern aux côtés du Japon et de l'Allemagne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Personne ne le sait encore, mais c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Italie ne rejoint la guerre que bien plus tard, le 10 juin 1940, profitant que la France est sur le point de tomber. Mussolini croit alors en une guerre courte et l'armée italienne n'est absolument pas prête pour un conflit long et intense. Les capacités industrielles navales de l'Italie sont nettement plus faibles que celles de ses adversaires. Ainsi, les amiraux italiens savent que toute perte serait très difficilement remplaçable. Ils comptent donc tout faire pour préserver leur tout nouveau cuirassé. Ces derniers ont deux missions principales. Protéger les voies de navigation entre l'Afrique du Nord et les Balkans et couper les Britanniques et les Français de leurs possessions en Afrique et en Méditerranée, particulièrement l'axe stratégique Gibraltar-Malte-Suez. Le 8 juin 1940, avant même l'entrée en guerre de l'Italie, la marine déplace l'Impero, qui était en cours d'aménagement à Gênes, vers Brindisi, Gênes étant à portée de bombardements français. Si les travaux continuent un temps, la marine réoriente ses priorités vers la construction d'escorteurs. Le chantier est alors mis en pause et ne reprendra finalement jamais. La première sortie de combat des Littorio eut lieu du 31 août au 2 septembre 1940, lorsqu'une puissante flotte constituée des Littorio, 3 vieux cuirassés, 10 croiseurs et 31 destroyers est envoyée pour intercepter le convoi britannique de l'opération Hatz. Mais une mauvaise reconnaissance empêche les Italiens de localiser les navires britanniques, ce qui sera récurrent tout au long de la guerre. Malgré la stratégie de l'amirauté visant à préserver au maximum ses forces, les Britanniques n'ont pas l'intention de laisser les Italiens tranquilles. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 1940, 21 bombardiers torpilleurs Swordfish du HMS Illustrious lancent une attaque contre le port de Tarente. Malgré un très puissant barrage anti-aérien, ils parviennent à toucher 3 fois le Littorio et 1 fois les Duilio et Conte di Cavour. En seulement 90 minutes, la moitié des cuirassés italiens sont immobilisés ou perdus. La torpille à la poupe du Littorio détruit le gouvernail et endommage l'appareil à gouverner. Les 2 à l'avant provoquent une inondation majeure, le navire s'enfonçant jusqu'au niveau de la batterie avant. Les réparations durent jusqu'au 11 mars 1941. En revanche, bien que plusieurs torpilles aient visé le Vittorio Veneto, aucune ne l'a touché. En attendant les réparations du Littorio, il devient donc le navire amiral et mène la flotte à Naples. Le 17 novembre, le Vittorio Veneto et le Giulio Cesare, les seuls cuirassés opérationnels, tentent d'intercepter l'opération White à destination de Malte, mais à nouveau ils ne trouvent pas les navires. Le 27 novembre, avec 6 croiseurs et 14 destroyers, ils tentent à nouveau d'attaquer un convoi en direction de Malte. Cela mène à la bataille du Cap Spartivento, la première bataille navale pour un Littorio. Cette fois, la reconnaissance aérienne italienne parvient à localiser l'escorte britannique, mais elle exagère leurs forces. Campioni, qui a pour ordre de ne surtout pas risquer ses 2 seuls cuirassés et n'est autorisé qu'à attaquer une force inférieure à la sienne, rompt l'engagement presque immédiatement. Le Veneto engage plusieurs croiseurs britanniques à une distance de 27 km, au-delà de la portée pratique de ses canons, et en 19 tirs, il n'endommage que légèrement un croiseur. De son côté, l'Ark Royal lance ses bombardiers torpilleurs contre le cuirassé, mais ce dernier échappe aux torpilles. Après être sorti indemne d'un bombardement britannique sur Naples dans la nuit du 8 au 9 janvier 1941 et avoir échoué à trouver la force H en route pour bombarder Gênes le 8 février, le Vittorio Veneto mène le 26 mars une attaque contre les navires britanniques au large de la Grèce. Il est accompagné de 8 croiseurs et 9 destroyers et soutenu par l'aviation italienne et allemande.
Cette opération aboutit à la bataille du Cap Matapan. Cette opération est montée sur l'insistance des Allemands, qui annoncent que leur aviation a considérablement diminué la flotte britannique, qui ne disposerait plus que d'un seul cuirassé en Méditerranée et aucun porte-avions. En réalité, la Royal Navy possède alors 3 cuirassés et le porte-avions HMS Formidable. De plus, les codes Enigma de la marine italienne avaient été percés par les Britanniques, qui apprirent ainsi le départ de la flotte italienne. L'engagement commence lorsque des croiseurs italiens rencontrent ceux des Britanniques. Le Veneto tente de contourner les croiseurs britanniques à leur distrait, mais le HMS Orion repère le cuirassé avant qu'il n'ait pu finir sa manœuvre. La mauvaise visibilité, aggravée par les écrans de fumée, complique grandement les observations. Ainsi, malgré 92 obus de 381 mm tirés, le cuirassé ne touche rien. Le HMS Formidable envoie des bombardiers torpilleurs contre le Vittorio Veneto, mais ce dernier réussit à échapper aux torpilles. Il est cependant clair que la force britannique est bien supérieure aux prévisions, l'opération est alors annulée. Mais durant l'après-midi, le Formidable lance un deuxième raid et l'un des avions touche le Veneto à bâbord arrière. En plus de provoquer une grave inondation, la torpille endommage l'hélice bâbord, bloque le gouvernail et cause une panne des pompes. Le cuirassé se retrouve immobilisé. Un bombardier en profite alors pour larguer une bombe qui explose près de la poupe, causant des dommages mineurs. Les équipes de contrôle des avaries tentent de réduire l'inondation en utilisant des pompes à main de secours. Certains vides avant et tribord sont contre-inondés pour réduire le gîte, et en même temps, les machines sont redémarrées et la direction est rétablie grâce à l'appareil à gouverner manuel de secours. Malgré les dommages, le Vittorio Veneto parvient à retourner à Tarente où les réparations durent jusqu'en juillet. Alors qu'il se retire, 3 croiseurs et 2 destroyers sont détachés pour protéger le croiseur Paula endommagé. Les Britanniques, pensant être sur la trace du Vittorio Veneto, tombent sur le détachement en pleine nuit, ce qui mène à un violent combat nocturne à très courte distance. Les Britanniques, équipés de radars, contrairement aux Italiens, prennent rapidement l'avantage. La totalité des navires italiens sont coulés. Devant cette catastrophe, la marine italienne est très peu active durant plusieurs mois. Elle cherche également à combler son retard et en août, les Littorio reçoivent des radars. Les Littorio et Vittorio Veneto sont de retour en service en août. Ils mènent ensuite plusieurs opérations infructueuses contre les navires britanniques en août et septembre, où ils ne parviennent pas à engager le combat. Fin 1941, il devient de plus en plus difficile pour les convois de l'Axe d'atteindre l'Afrique. Les Britanniques ayant craqué le code Enigma étaient au courant de toutes leurs manœuvres. Les Italiens décident alors d'utiliser leurs navires de combat pour escorter leurs convois. Lors de l'une de ces opérations, le 14 décembre 1941, le Vittorio Veneto est torpillé par un sous-marin dans les détroits de Messine. La torpille frappe à bâbord au niveau de la tourelle numéro 3 où le cylindre Pugliese est plus fin, provoquant une forte inondation. Le navire s'enfonce de 2 mètres par l'arrière, mais une contre-inondation lui permet de rentrer à Tarente pour des réparations. Le 17 septembre, le Littorio participe à la première bataille de Syrte, où il engage l'escorte d'un convoi britannique se dirigeant vers Malte. Il tire à une distance extrême d'environ 32 km, et donc ne touche rien. Cependant, les tirs de la flotte italienne forceront le convoi à abandonner sa mission. La deuxième bataille de Syrte a lieu le 22 mars 1942. À la tombée de la nuit, plusieurs destroyers britanniques attaquent à courte portée le Littorio, mais celui-ci les repousse. Durant cet affrontement, il endommage sérieusement 2 destroyers et touche légèrement un croiseur. Il s'agit de l'action la plus réussie d'un Littorio. Bien que la flotte italienne ne parvienne pas à attaquer directement le convoi, la dispersion des navires britanniques les rend vulnérables et beaucoup seront coulés le lendemain par l'aviation. Les réparations du Vittorio Veneto sont achevées à temps pour qu'il rejoigne le Littorio lors de l'attaque contre les convois Vigorous et Harpoon qui ont quitté Alexandrie et Gibraltar en direction de Malte à la mi-juin. Cependant, la bataille se limite aux navires légers et les cuirassés n'ont pas l'occasion de participer. Le Littorio est toutefois touché par la bombe d'un B-24. Heureusement pour lui, elle tombe sur le toit de la tourelle numéro 1, une zone particulièrement blindée, et ne cause ainsi aucun dommage notable.
La simple présence des cuirassés suffit à dissuader les Britanniques qui annulent l'opération Vigorous. Mais ce soir-là, le Littorio est à nouveau touché par une torpille d'avion britannique, provoquant l'inondation de sa proue. Il parvient néanmoins à retourner au port pour des réparations qui dureront jusqu'au 27 août. À la suite des débarquements alliés en Afrique du Nord début novembre, les Littorio et Vittorio Veneto sont déplacés de Tarente à La Spezia le 12 décembre. Ils sont rejoints par le Roma, qui remplace alors le Littorio en tant que navire amiral. Le Roma était entré en service le 14 juin, mais bien qu'il ait participé à des exercices, l'histoire fit qu'il ne participa à aucune mission de combat. À cette époque, la marine italienne est confrontée à une grave pénurie de carburant. Ainsi, fin 42, les seuls cuirassés opérationnels sont les 3 Littorio, et même ainsi, ils avaient juste assez de carburant pour les urgences. Ainsi, ils restèrent stationnés à La Spezia durant de longs mois, ce qui ne signifie pas qu'ils étaient à l'abri. Le 5 juin 1943, des B-17 américains lancent un raid sur le port. Le Vittorio Veneto fut touché par 2 bombes de 900 kg. La première frappa l'avant du navire, traversa 6 ponts, ressortit sous la flottaison et explosa finalement, provoquant une brèche de 2 mètres sur 1,50 m. La seconde pénétra le pont principal au niveau de la tourelle numéro 2, traversa 3 niveaux, ricocha sur la ceinture cuirassée et repartit vers les fonds du navire, traversant le cylindre Pugliese avant de ressortir sous la coque sans exploser. Il est alors envoyé à Gênes pour des réparations. Le Roma subit également 2 frappes. La première traversa le côté tribord avant de la coque avant d'exploser. La seconde manqua le navire mais explosa à proximité, inondant le navire. Il fut lui réparé sur place. Bien qu'il ne subit pas de dommages cette fois-là, le Littorio fut endommagé par 3 bombes le 19 juin. Le Roma reçut encore 2 frappes le 23 juin mais sans dommages sérieux. Le 12 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile, et le 25 juillet, le roi Victor Emmanuel III révoqua Mussolini et entama des négociations secrètes avec les Alliés. Au même moment, le Littorio fut rebaptisé Italia. L'armistice fut signé le 3 septembre 1943, mais l'information resta secrète jusqu'au 8 septembre. Avant que l'annonce ne soit faite, ce qui restait de la flotte italienne, dont les 3 Littorio, se préparait à attaquer le 9 septembre les navires alliés en route vers Salerne. La proclamation de l'armistice le 8 annula soudainement cette opération et la flotte reçut l'ordre de se diriger vers Malte pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Allemands. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, la confusion règne alors. L'amiral Bergamini, commandant de la flotte, déclara « C'est un drame. Je ne remettrai jamais de navire à l'ennemi. Je les emmènerai dans un mouillage italien ou dans un port neutre, nous allons les couler. » Il conduit alors la flotte vers la Maddalena, en Sardaigne, mais les Allemands occupent déjà le port. Bergamini reçoit alors l'ordre de se diriger vers Beaune, contrôlé par les Alliés, ce qu'il accepte après avoir pris connaissance des conditions de l'armistice pour la marine. Mais lorsque les Allemands apprirent la nouvelle, ils envoyèrent des bombardiers équipés de bombes télécommandées Fritz X pour intercepter la flotte. D'abord pris pour des avions d'escorte britanniques, les bombardiers purent se positionner sans que la flotte ne réagisse. Une bombe toucha l'Italia à l'avant, provoquant d'importants dommages. Une autre traversa le Roma et explosa sous la quille, inondant rapidement la salle des machines. Perdant de la vitesse, un bombardier en profite pour lancer une autre bombe qui provoqua la détonation des soutes à munitions avant. Le Roma chavire rapidement, se brisant en deux. Il sombre par 1000 mètres de fond, emportant 1393 de ses 2021 membres d'équipage, dont Bergamini. Le Vittorio Veneto, quant à lui, s'en sort indemne. Lui et l'Italia atteignirent Malte, où ils restèrent jusqu'au 14 septembre avant d'être transférés à Alexandrie. Ils passèrent le reste de la guerre au Grand Lac Amer, dans le canal de Suez. Les Littorio étaient de bons navires, rapides, puissamment armés et résistants. Le Vittorio Veneto fut le cuirassé italien le plus actif de la guerre, participant à 11 opérations offensives.
Mais ils firent les frais de la très mauvaise coordination entre la marine, la Regia Aeronautica et la Luftwaffe, tout en devant faire face à la menace constante des avions et sous-marins alliés. De plus, la stratégie d'extrême prudence de l'amirauté, couplée au manque de carburant qui cloua les navires au port, fit que les littoraux ne furent finalement jamais utilisés au maximum de leur capacité. Après la guerre, le Vittorio Veneto fut donné en indemnité à la Grande-Bretagne et l'Italia aux États-Unis. Ils furent désarmés le 3 janvier et le 1er juin 1948, puis ferraillés à la Spezia entre 1952 et 1954. Quant à l'Impero, il ne fut jamais terminé. Capturé par les Allemands après la capitulation italienne, il servit de cible d'entraînement avant d'être coulé par des bombardiers américains le 20 février 1945. Sa coque fut renflouée en 1947 puis remorquée à Venise où elle fut ferraillée de 1948 à 1950. Ainsi se termine l'histoire des plus puissants et derniers cuirassés italiens de l'histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.